on va parler de Asynchron. Donc là, je suis sur le site Asynchron. Et il y a une petite chose qu'on m'a envoyée par messagerie sur Discord il y a quelques jours, qui était donc une, euh, une déclaration qu'a fait un mandataire au sujet donc de la liquidation judiciaire d'Asynchron dont la date d'ouverture de la liquidation est date du 2 avril. C'est le mandataire en fait qui s'est occupé déjà des précédents plans de redressement, parce que ça fait ça fait des années que Asynchron est un peu, on va dire, en difficulté. Alors avant, ça s'appelait, je crois, un plan de continuation. C'est ça qui avait été accordé par le tribunal, qui avait été établi, je crois, sur 10 ans. Et donc là, on en était à la deuxième ou troisième annuité. Donc, tu vois, tous les ans, ils doivent rembourser et payer. Je sais pas exactement, je suis pas assez un expert comptable dans le domaine, mais donc voilà, donc c'est une triste nouvelle dans un sens, surtout pour l'entreprise. Alors, je crois qu'il avait pas de salariés hein, à Synchron. Je sais pas si toi, tu jouais un peu à ces jeux. Non, parce que c'était. Bah, j'ai joué à un jeu qu'il a réédité, c'était Fief. Mais Asynchron, c'était beaucoup des wargames. Je crois que c'était Pixie, je crois que c'est toujours Pixie d'ailleurs qui les distribue. Euh, mais c'est un éditeur qui est passé plusieurs fois par Sociofinancement. J'avais jamais participé à aucune de leurs campagnes. Mais on commençait à entendre pas mal d'histoires autour d'eux. Alors, j'ai jamais vraiment suivi complètement le dossier. Je sais qu'il y en avait certains à l'époque sur le Crash Test Meeple qui étaient venus rapporter des cas. Alors, je sais plus exactement si c'était parce qu'ils avaient beaucoup de retard ou si c'était du matériel qui n'était pas tip top, quoi. Mais ils font partie de ces éditeurs qui ont un petit peu lancé toute la vague du Warto, c'est-à-dire cette espèce de mélange entre le wargame et le jeu de plateau. Donc une gamme de jeux qui est pas du tout faite pour moi, quoi. Oui, oui, ils sont. Bah, déjà, ça a été un éditeur qui fait partie des premiers, je pense, à s'être lancé dans le financement participatif en France, Hmm. à faire exister ces jeux. Effectivement, il y avait Quartermaster Général. Alors, sur la globalité de toutes les campagnes, de mémoire, tout a été livré, sauf un livret de règles, enfin un bonus sur un vieux jeu qui n'a jamais été livré et qui sera jamais très certainement. Mais majoritairement, tous les jeux avaient été Hmm. livrés plus ou moins dans les temps, plutôt comment dire, en retard la plupart du temps. Euh, Effectivement, ils ont fait plein de jeux. Alors, Fief, c'était pas eux, c'était une réédition. C'est eux Ouais, qu'ils c'était une avaient. réédition. Ouais, Ouais, ouais. Et on me dit Freedom aussi, c'était eux. Alors j'ai joué à Freedom par contre. ouais, Je ouais. me souviens plus que c'était eux. Freedom Freedom, qui. très, très bon jeu. Oui, bien Puis sûr. c'est le fameux titre où tu dois faire passer les esclaves, tu dois leur faire passer la frontière entre les États-Unis et le Canada. Par contre, voilà, c'est ça, c'est ce que je te dis, on est dans les Warto, on est dans des jeux qui copient le jeu de plateau, mais qui ont des éléments de wargame, donc c'est pas toujours esthétiquement très beau et tout ça. Mais pour Freedom, par exemple, je sais que le jeu était assez vieux et ils avaient jamais touché la DA et tout ça. Et ça lui donnait du style, ça lui donnait du chien au jeu, quoi. Ça, c'est le. Toi, là, tu es en train de montrer U-Boat, c'était un de leurs jeux qui avait fait oui, ils sont localisateurs sur Freedom. C'est vrai, tu as raison. U-Boat, c'était le jeu qui avait le plus défrayé la chronique parce que tu devais jouer justement avec un sous-marin en 3D et tout. Jamais testé. Par contre, ils avaient fait un jeu sur la guerre entre Vercingétorix et les Romains qui avait l'air sympa. Et toi et moi, on avait parlé à un moment donné. Alors, U-Boat aussi, c'est une localisation. Euh, mais je me souviens que c'est quand il avait annoncé cette localisation, c'était celle qui avait fait le plus de bruit. Mais toi et moi, on avait parlé d'un jeu qui s'appelait Defcon 1.
Ouais. sur la fameuse alerte possible d'une guerre nucléaire. J'avoue que c'était le titre qui avait l'air le plus intéressant chez eux. Thématique assez particulière, hein, parce que bon, une guerre nucléaire, je pense que c'est quelque chose qu'on voudrait jamais voir, quoi. Mais de par sa mécanique et tout ça, il semblait y avoir un jeu de pression et tout qui avait l'air assez intéressant. Mais au final, ouais, je pense que j'ai joué à Freedom, mais j'ai pas joué aux autres jeux, quoi. Ou alors ma mémoire est défaillante, quoi. Ouais, moi aussi, il y a pas. Alors, moi, j'ai plutôt joué à voilà, Fief. Euh, Fief, Fief. qui est pour moi. Alors, c'est marrant, c'est un jeu avec lequel j'ai une petite histoire. La toute première fois où je joue à Fief, c'est dans son ancienne version. Donc, la première édition, ou je sais pas, en tout cas, les éditions avant Asynchron, avant le Kickstarter. C'était peut-être au moment du KS, d'ailleurs, j'y pense. Il était au Festival Alchimie des Jeux de Toulouse. On s'était mis autour de la table pour y jouer parce bon, on s'est dit, tiens, ça a l'air sympa. Oh, la connerie! C'est l'auteur, Philippe Moucheboeuf, qui nous a, je crois, expliqué le jeu, ou en tout cas, il était venu nous voir à un moment. Ça a été, donc, imaginez un festival des jeux, le bruit, l'ambiance. On était avec des joueurs, on ne se connaissait pas vraiment. C'était une espèce de sortie OVS, donc c'est un Hmm. regroupement de personnes différentes pour jouer ensemble. Donc, il n'y avait pas forcément les profils autour de la table n'étaient pas forcément adaptés au jeu auquel on allait affronter, qui allait Hmm. durer des heures et dont les règles étaient imbitables. Enfin, on comprenait rien. Enfin bon, bref, l'enfer, quoi. Ça a été vraiment, tu sais, le choc de se dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc incompréhensible, parce que c'est vrai que Fief c'est quand même des règles, et je pense que c'est un peu ce qu'on peut retrouver dans beaucoup de ces jeux asynchrones. Ce sont des gros jeux avec beaucoup de règles. Ça demande un investissement, et je crois que c'est Alors, un. Ouais, vas-y. ouais, sauf que Fief, c'est quand même un client assez particulier, moi, je trouve, dans cette galerie. Parce que tout à l'heure, tu disais, c'est vrai que c'est un jeu qui marchera pas avec tous les joueurs. Parce que il y a de la négociation à Fief. Et c'est vraiment, je trouve, en termes de représentation des enjeux politiques, c'est un des jeux qui le retranscrit le mieux. Oui, Pour moi, t'es pas sur un wargame, t'es vraiment sur un jeu de négociation et de politique. un jeu politique, Et, ouais. euh, moi, c'est pour ça que je le trouve très, très, très sympathique. Je me souviens plus des premières versions, mais les dernières versions, en termes de règles, je pense qu'elles avaient été, ça avait été un petit peu simplifié sur certains points. D'ailleurs, je crois même qu'ils avaient annoncé qu'il y allait y avoir des extensions et tout. Je ne sais pas si les extensions ont fini par arriver, mais il devait y Si, oui. avoir la carte anglaise et tout ça. Il devait y avoir plus de trucs Oui, que oui, bah, juste ça a été. Ouais. Bah, ça a été. Moi, j'ai eu la chance, en fait, à l'époque, il y avait un éditeur toulousain de renom, dont, pareil, sulfureux, Morning, pour ne pas les citer. Et je me suis retrouvé à être invité à une session de travail, notamment à l'époque. Philippe Moucheboeuf avait fait un autre jeu dont j'ai oublié le nom, mais qui était pareil avec des rois, etc. Enfin, qui était dans cette vibe-là. Ils étaient en train de travailler peut-être à une réédition, à une nouvelle manière de le faire. Et en tout cas, du coup, ce soir-là, chez Morning, on a fait un fief. Je crois qu'on était 7 enfin, ou Mm. 6, je sais plus, on était en config maximum, dans les locaux avec Philippe Moucheboeuf en tant que, euh, ben, comment dire, explicateur de règles et joueur avec nous. Donc ça a été, il y avait de mes souvenirs, il y avait quelqu'un qui travaillait à la boutique Jeux du Monde qui était là, Gaël, fait un petit coucou. Enfin bon, c'était une très bonne ambiance, et là pour le coup, j'ai passé un moment de partie formidable parce qu'il y avait ce côté discussion, il y avait ce côté... Oui, Blue Cocker dit courtisan, c'était ça exactement, merci, qui pendant un moment devait être réédité. Enfin en tout cas... c'était Mais intéressant. ça Ouais. n'a rien à voir avec le jeu qui s'appelle Courtisan qui est sorti dernièrement. Non, je crois pas. Non. Ok. Euh, en tout cas, ça a été une soirée Ah, excellente. tu as Fred qui signale que le liquidateur a dit qu'une ancienne adresse et non leur nouvelle sur Tours. Oui, oui, on Euh, verra, on ira. Vous inquiétez pas, les gens, ne ok. paniquez pas. Nous Parce avons un que storytelling.
Parce qu'il faudra que il y a un truc qui va être intéressant, c'est qu'ils signalent aussi qu'ils viennent d'ouvrir leur billetterie pour Oui, leur convention de juillet. ne T'as tout ça? paniquez pas. Nous avons travaillé. Ah Certes, bah, bravo. certes, les micros ne marchent pas toujours, Certes, ça se voit pas, mais il a travaillé. mais rien que pour Asynchron, j'ai à peu près une vingtaine d'onglets. Donc ne paniquez pas. Tout est sous maîtrise. Nous racontons une petite histoire. Et donc Fief, et c'est là où on en vient, c'est que Fief, dans mes souvenirs, il faut savoir qu'Asynchron, c'est quelqu'un qui est un peu sulfureux dans le milieu, alors qui est très apprécié pour du côté wargame, etc. En tout cas dans les jeux historiques, on va dire, Hmm. parce que, et je pense, je ne vais pas parler à sa place, mais je pense que c'est un réel passionné de ça, euh, qui, qui, qui vit pour ça, mais qui a aussi une idéologie, en tout cas une manière de voir le jeu de société un peu à la marge de ce qui se pratique habituellement. C'est-à-dire qu'à l'époque, alors j'ai essayé de retrouver, malheureusement les archives vidéo de Trick Track ne sont plus accessibles. Alors je sais que l'association qui s'occupe de rendre les archives de Trick Track au goût du jour est en train de les restaurer. Donc de ce que j'ai compris, il y aura les vidéos Trick Track à un moment ou à un autre. Malheureusement, pour l'instant, elles sont plus accessibles. Et dans une vidéo, dans un papotage, puisque justement, KS faisait déjà euh, parler de lui à l'époque, et notamment les retards, etc., les campagnes de financement participatif, il y a eu l'affaire de la carte de France, dans mes souvenirs. Il faut savoir que un fan avait fait une carte de France, enfin, c'était pour Mare Nostrum, je crois, si je dis pas de bêtises. En tout cas, il y avait eu des aides de jeu ou des formats qui avaient Hmm. été faits dans les forums, et qu'Asynchron avait récupéré et en fait avait offert des boîtes de jeux en guise de rémunération au lieu de droits d'auteur. Et c'est là où je m'en venais, c'est que dans un des papotages, il avait déclaré que sa vision à lui, et qui est Mhm. entendable, hein, c'est lui, il avait une vision plutôt jeu vidéo. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'auteur avec un grand A, avec des droits d'auteur comme actuellement c'est le format classique dans le secteur du jeu de société, mais plutôt un truc d'équipe parce qu'il travaille beaucoup, lui, en tant qu'éditeur, sur les jeux qu'il édite, parfois entièrement, parfois juste avec l'auteur, etc. Et donc, il voyait ça plutôt comme un côté collectif Hmm. dans la création d'un jeu. Ce qui avait déjà fait, je me souviens, un gros scandale à l'époque, dont moi, hein, d'ailleurs, je m'étais scandalisé de ça en disant, mais non, mais comment? Donc voilà, donc c'était aussi une vision toute particulière qui amenait les Ouais. choses. Oui, puis c'est toujours spécial de dire bon, bah, je vais exploiter ce que tu as créé, mais t'inquiète pas, je vais te rémunérer, je vais t'offrir une boîte. Ouais, ça c'était pour une carte de France. Je sais plus si c'était Fief ou Mare Nostrum. Je crois que c'était Fief de mémoire. Pareil, il faudrait retrouver dans les forums. J'ai un peu fait des recherches, mais j'ai pas réussi à retrouver tout ça pour retrouver exactement. Mais c'est un fan hein, qui avait refait, mais remis c'est toute la carte à l'échelle Mais euh, souviens-toi qu'il y jouable a quoi. aussi, il y a un grand éditeur aussi qui a fait une localisation avec une traduction qui avait été faite par des fans du jeu original, hein. Oui, mais Malheureusement, ça arrivait beaucoup. Oui. ouais, l'exploitation, alors que techniquement là-dessus, bah, il y a une production d'une personne, donc il devrait y avoir rémunération et tu vois, cette discussion-là et l'histoire, moi je pense que c'est une bonne chose à un moment donné que les auteurs aient réussi à se définir en tant qu'auteurs et en tant que détenteurs d'une certaine façon de leur création. Parce que je sais pas si tu te souviens, mais dans les déboires qu'a eu Mythic Game, il y a leur tout premier jeu, c'est Joan of Arc, et à un moment donné, ils ont sorti une campagne pour Joan of Arc 1.5 avec les Teutons. Et en fait, bah, ils ont fait ça sans demander et sans payer de droits d'auteur à l'auteur original de Joan of Arc. Et pourtant, d'après ce que j'ai compris, les Teutons utilisaient, donc la version 1.5 utilisait une grosse partie des règles de la version originale. Donc euh, voilà, on peut se retrouver assez rapidement avec des dérives de ce niveau-là, quoi. Je Oui, te rends bien la parole. sûr. Non, non, mais entièrement.
entièrement d'accord. Et en fait, il y a eu. Alors, les gens pas payés dans le monde du jeu et dans beaucoup de monde d'ailleurs, c'est quelque chose C'est qui, fréquent. ouais, qui est très présent. Euh, Moi, j'ai toujours dit, ça me gêne pas quand c'est pour une cause, comment dire, qui ne rapporte pas d'argent. Ça me dérange toujours quand ça devient, quand c'est une entreprise, quand tu fais Ouais. profiter une entreprise. Tu vois, tu montes un festival et tu as des bénévoles. Bah oui, parce que le festival n'est pas là pour engranger de l'argent. Il est là pour assurer sa survie, ce qui est autre chose, mais il n'est pas là pour... Quand ça devient des entreprises qui utilisent le travail de gens euh, et je pense pareil aux modérateurs, tu vois, la modération sur. Tu vois, moi, j'ai pas de modérateur, et si un jour j'en ai, ben, c'est pour les payer. Enfin, tu vois, c'est toujours ramené. Tu fais travailler des gens sous prétexte qu'ils t'apprécient. Enfin, tu vois, il y a un côté qui me déplaît là-dedans. Et pareil pour la traduction ou pour l'exploitation de... Excusez-moi, j'avais un moment de sourire parce que quand Jérémy nous a mis en grand écran, je me suis rendu compte tout à l'heure, j'ai porté mon chat et donc j'ai tout un reste de ses poils sur mon t-shirt qui ne veulent pas partir. Donc voilà, c'était pour ça mon fou rire. Oui, oui. Désolé. Mais bah non, parce que le sujet était sérieux, je voulais pas que les gens croient que je rigolais à ce que tu étais en train de dire, quoi. Non, non, mais après, on peut le rappeler, hein, quand on parle, même si c'est des sujets graves, parfois on va avoir un ton léger ou quoi, parce qu'aussi Mm. on est dans un format live de discussion un peu potage, donc oui, malheureusement, parfois on peut faire des bons mots. Ce n'est pas pour faire injure, euh, c'est ça. Ah oui, on veut bien me modérer pour virer des gens en étant payé. Ben oui, oui. Mais c'est vrai que pour moi, c'est un gros sujet parce que c'est un sujet, peut-être on en parlera plus tard, on fera un détour là-dessus, mais il y a eu des tas de scandales, entre guillemets, dernièrement, où des influenceurs se sont positionnés sur le sujet. Et, euh, et oui, en fait, l'exploitation de gens, alors quand c'est par amitié ou quoi, pourquoi pas, mais quand c'est par sympathie ou autre, c'est compliqué. J'en viens aussi aux autre chose qui avait un peu défrayé la chronique pour un peu plus les initiés, c'est au sujet de Mare Nostrum, donc qui a été créé par feu euh, Serge Lager, donc qui malheureusement est décédé en 2023, je crois début 2023 si je dis pas de Mm. bêtises. Et il faut savoir que Mare Nostrum, on en parlait tout à l'heure euh, des mandataires. Donc il y a eu plusieurs fois redressement judiciaire au cours des années. Et notamment, il y a eu la condamnation euh, de Asynchron pour droit d'auteur non rémunéré. Alors, je ne sais plus comment ils appellent ça, hein. Je vous le résume comme ça, mais en gros, c'est pour euh, plagiat, machin. Enfin, c'est des noms, des termes techniques. Donc, il y a tout le compte-rendu, hein, si vous voulez voir. Il y a eu une première condamnation, puis il y a eu appel, puis un deuxième appel. Vous avez Bah, tout tu le détail. m'étonnes qu'il était en mode, ben non, il n'y a pas de propriété légale et tout ça. On est une équipe, on travaille Oui, oui, ensemble. mais c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de passion, Ouais. etc., et de vision, d'idéologie. C'est que je pense pas, tu vois, là où on s'en nommait d'autres éditeurs qui sont été dans la sauce et qui ont d'ailleurs, Mythic Games a aussi été au tribunal pour exactement à peu près les mêmes Mm. sujets. Euh, c'est que là, je ne pense pas, tu vois, que c'est de la, comment dire, la malversation, tu vois, qui a un côté, je vais t'arnaquer. C'est plutôt une vision différente de comment fonctionne, et ça arrive encore aujourd'hui avec des éditeurs qui se posent des questions sur la rémunération des auteurs en termes de droits d'auteur, parce que c'est juste des questions euh, de vision, parfois, parce qu'il n'y a pas de cadre légal exact, tu vois, c'est pas un truc, auteur de jeu, ça n'existe pas en tant que tel. Donc, il y a encore des choses où, bah, des fois, il y a du flou, ou des fois, il y a, bah, moi, ma vision, c'est ça. Euh, et comme on était dans un monde qui est un peu en train de disparaître, de gens qui se connaissent, qui disent OK, je te fais un jeu en serrant la main. Enfin, tu vois, c'était encore des pratiques à l'ancienne. Donc, bah, forcément, quand il y a un- Mais tu vois, il disait qu'il s'inspirait du jeu vidéo, mais je suis pas sûr, moi, que le jeu vidéo, il fonctionne exactement. Oui, il y a des équipes de développement et tout ça, Ouais. mais il y a quand même des gens à qui on reconnaît la paternité de certaines œuvres, dont toi et moi on parlait, par exemple, pour Last of Us Zelda appartient à un créateur, quoi. Donc, est-ce que c'est, toi qui t'y connais un peu plus que moi, est-ce que dans le jeu de société, les auteurs, je veux dire, s'y met
je suis le papa de Zelda. Est-ce que au jour d'aujourd'hui, c'est pas moi qui développe les nouveaux Zelda? Est-ce que je touche quand même quelque chose, ou d'après toi, ou pas du tout? Non, ça appartient au studio, la plupart du temps. En Ok. fait, quand tu es salarié d'un studio, alors il y en a qui sont devenus des auteurs avec un grand A parce qu'on leur reconnaît euh, certaines qualités, etc. Mais ils gèrent des équipes en réalité. Et tu vois, si on prend Neil Druckmann, donc si je dis pas de bêtises, hein, pour The Last of Us, euh, Mhm. ben, en fait, il est celui qui écrit l'histoire, qui réfléchit à des choses, mais tu vois, il y a des scénaristes qui viennent l'aider, les gens qui font les graphismes, etc. En fait, c'est pluridisciplinaire, euh, même si on prend Hideo Kojima, où on peut dire, ok, le gars, il est vraiment, on se rapproche plus d'un film, euh, mais avec des compétences, enfin, tu vois, c'est des centaines de personnes qui travaillent sur un jeu. Donc, je pense que c'est moins estampillé comme ça. Tu vois, il y a plein de jeux où tu vas pas dire c'est un tel qui a fait le jeu. La plupart du temps, c'est un jeu Square Enix. C'est un jeu, quand bien même, il y a un Oui. réalisateur, un porteur de projet. Dans le jeu de société, c'est pas encore ça parce qu'en fait, la pluridiscipline, elle est très. En fait, il y en a pas beaucoup. Tu as le développeur, enfin le créateur du jeu. Tu as la personne qui va participer au développement, éventuellement le chef de projet, quoi. L'éditeur. Mais si tu as un chef de projet, l'éditeur global, lui, il va pas y mettre trop les mains dans le cambouis. Et puis c'est tout. Le reste, c'est des gens qui viennent améliorer soit les graphismes ou quoi, mais ils sont pas. Tu vois ce que je Bon, veux dire? oui. Si, mais attends, si tu regardes certains éditeurs, je prends par exemple Main Clash Game, il y a beaucoup de noms sur je sais plus C'est comment ça des gens s'appelle la suite à internes. la fin. Oui, oui. C'est des Mais tu as quand même salariés de beaucoup de gens qui l'entreprise. travaillent sur beaucoup de trucs, quoi. Oui, bien sûr. Mais une fois de plus, c'est des gens en interne. Donc je pense il y a aussi ça qui joue parfois. C'est que quand tu participes au développement d'un jeu, tu as des éditeurs qui vont participer au développement, mais qui vont être plus dans OK, il y a ça qui ne fonctionne pas, ou il y a cette piste qu'il faudrait explorer, et c'est l'auteur qui va explorer et qui va travailler. Mais quid du moment où l'auteur ne fait pas grand-chose et que c'est l'éditeur qui fait plus de développement? Donc tu vois, il y a toutes ces questions-là qui fait que c'est un peu flou. Et donc parfois, quand c'est flou, ça finit au tribunal. C'est ce qui était le Hmm. cas avec Mare Nostrum. Ou ce qui est intéressant, c'est que donc c'était une campagne sur Ulule, si j'ai pas de bêtises, ou KS, je sais plus. Je crois que j'ai pas le chiffre. En tout cas, il y avait un litige au niveau des droits d'auteur pour l'exploitation du jeu après en boutique et pour les ventes. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a les chiffres d'affaires juste pour la gamme Mare Nostrum. Euh, donc chiffre d'affaires en 2016. Donc le KS ou le Ulule, c'était 2015, si je dis pas de bêtises. Euh, Salut, ceux qui arrivent maintenant. Donc on est à 450 000 euros en 2016 de chiffre d'affaires généré par les ventes du jeu. Donc qui était, je pense, au pic des ventes. Ensuite, on voit que ça s'effondre en 2017, on passe à 135 000 et juste 6 500 euros de chiffre d'affaires pour 2018. Donc, est-ce qu'aussi les litiges ont fait que, enfin, le litige a fait que le jeu a arrêté d'être produit, distribué, parce que le tribunal, c'est là où, parce qu'il y a eu 2 ans ou 4 ans presque de, de, comment on appelle ça, de procès, Mhm. sachant qu'il y a toujours entre le moment où tu peux faire appel, le moment où ça repasse au tribunal, etc., etc. Mais là, voilà, c'est là où on apprend les pourcentages, combien a dû être versé après coup euh, au titre de préjudice, etc. Il y a des choses qui sont intéressantes aussi dans la manière dont le tribunal euh, a considéré par rapport aux arguments avancés par les deux parties, donc l'éditeur et l'auteur, sur par exemple le fait que euh, il n'y a pas eu de versement, enfin ils n'ont pas pris en compte la campagne par exemple. L'argent généré pendant la campagne, et donc sur les jeux sont considérés comme étant un produit gratuit en fait, puisque c'est une contrepartie offerte aux gens qui ont participé à la campagne pour le Ouais, tribunal. mais c'était aussi sur cette base-là que jouait Simone, tu sais, à l'époque, pour pas avoir à payer la TVA, jusqu'au moment où, en fait, pendant longtemps, c'était considéré comme une contrepartie, le sociofinancement.
jusqu'au moment où les différents États se sont dit, mais attendez, il y a quand même beaucoup d'argent qui transite. Et je pense que c'est avec je citais le cas de Simone, parce que c'est le cas dans le monde du jeu de société le plus flagrant, où à un moment donné, les États, et notamment, donc pour Simone, c'était l'Europe, c'est comme d'un seul coup poser la question, puis a fait, mais attendez, non, c'est pas des cadeaux, c'est vous vendez des produits. Et c'est à partir de là où même les gens ont commencé à parler au lieu de sociofinancement, ils commençaient à dire que Kickstarter c'était une plateforme de précommande, mais quelque part c'est pas entièrement faux, parce que quand tu backes un jeu, tu t'attends à le recevoir. Sauf que là où quand tu fais une précommande, tu es assuré à 95% de le recevoir, parce que techniquement c'est une précommande, donc le jeu est déjà en production. Il y a vraiment que si t'es tombé dans une arnaque, que tu l'auras pas. Mais Kickstarter, le truc, c'est que tout peut arriver, quoi. Et malheureusement, on a vu que ça devient une plateforme à risque de plus en plus. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles moi j'ai arrêté de pledger. Là, il me reste plus qu'un truc à recevoir et puis c'est fini. Je n'ai plus rien. Tu vas le recevoir, tu crois? Oh oui, 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 c'est Thunder Grief Game. Donc c'est ceux qui ont fait euh, Darwin Journée. C'est un éditeur qui semble aller très très bien pour l'instant, donc il n'y a pas de feu orange, quoi que ce soit avec eux. Et c'est pour une extension pour Tank Garden, donc c'est pas normalement sur un jeu complet, donc c'est moins risqué aussi les extensions. Ouais. Donc là, ce qui est intéressant dans le deuxième, donc le deuxième compte rendu du tribunal, donc je vous mettrai les liens pour si celles et ceux qui veulent aller lire un peu tout ça. Alors j'essaie de comprendre. Alors des fois, il y a des choses, Ouais, ouais. c'est pas voilà, c'est pas du Musso, hein. On va pas se mentir. Ça fait pas 2000 ventes chez Gallimard, hein. Mais en tout cas, il y a des choses intéressantes. Il est pas avocat à la base, c'est pas Guillaume Musso qui était avocat à la base à New Ah, je sais York. pas. Tiens, il faudrait aller voir sur Wikipédia. En tout cas, ce qui était intéressant, voilà, c'est de voir que c'était notamment donc les droits d'auteur sur les produits dérivés. Donc c'était, je crois, des tapis, des choses comme ça, des tapis de jeu, etc., qui n'avaient pas été versés. Pareil sur au niveau de l'extension. euh, alors là aussi, c'est quand tu relis toutes les comptes rendus, tu vois que en fait, il n'y avait pas de contrat en réalité pour l'extension. Et donc, ce qui a servi de preuve, enfin de preuve en tout cas dans les discussions, c'est des mails envoyés. Et heureusement qu'il y avait quelques mails parce que bah, ça s'était fait en serrant la main, etc. Donc voilà. Et donc je pense que ça aussi, ces Alors, condamnations. juste pour ton information, non, en fait, c'était pas lui qui était avocat. Lui, il était bibliothécaire et il était responsable de la bibliothèque municipale d'Antibes. Ah oui, Voilà. C'est un gars de chez nous. nous mourrons moins bêtes. Ouais, mon fils est né en Antibes, donc c'est vraiment chez nous, quoi. Et donc voilà, donc c'est ça qui était dit. Donc je pense que ça a un peu plombé aussi, tu vois, la société. Euh, Hmm. et, euh, et d'ailleurs, je vous invite à aller voir une vidéo, hop, qui est ici, qui date de 2023, du 13 juin 2023, qui est une interview d'Olivier Chanry, hein, qui est le patron d'Asynchron, dans lequel alors, il parle un peu de son actu à ce moment-là, mais surtout, on lui pose plein de questions sur sa manière comment il est perçu, sa manière de communiquer, etc. Puisque là, pour le coup, on a l'anti-Mythic Games. Alors, on va vers le même résultat à la fin, j'ai l'impression, mais on a d'un côté un expert en communication et de l'autre quelqu'un qui gère beaucoup moins bien la communication. Donc cette vidéo, voilà, je la trouve très intéressante. Franchement, je vous la conseille si vous voulez en savoir plus, etc. Et notamment, il revient sur le fait que en fait, euh, les jeux qu'il édite, c'est la niche de la niche. Et il revient sur l'idée qu'en fait, il avait mal perçu dans les jeux. Et je pense que c'est les succès de Fief, des campagnes de Fief, de Mare Nostrum, puisque Mare Nostrum, je crois que ça avait levé 800 000 euros, un truc comme ça à l'époque, hein. Enfin, ça avait fait Hmm. un énorme carton, hein, Mare Nostrum, si je dis pas de bêtises. 600 000 ou 800 000, je sais plus. Euh, donc en fait,
Je pense que ses succès, euh, Tu me permets juste 30 secondes. vas-y. Fred, Frostpunk, à la base, c'est Glass Cannon and Plague, ce qui est responsable de la production, tout ça. Donc, je sais pas exactement la participation que Asynchron a eu au projet. Est-ce que là, on n'est que sur de la localisation? J'ai l'impression aussi. Mais ouais. Non, parce qu'il se posait la question par rapport au fait qu'il n'y avait pas eu de problème sur la campagne de Frostpunk qui était une grosse sortie, mais c'est parce que c'est pas un synchron, c'est une localisation. Vas-y, je suis désolé, je te laisse Oui, continuer. oui. Donc on coupe maintenant comme. D'accord, mais je le prends pas mal du tout. Et c'était pour répondre à une question du chat. Et le chap donc ne peut pas attendre. Il est impatient. Il faut le satisfaire. Alors qu'il attend 2 ans un jeu asynchro pas livré. Bref, bref. Bah, c'est parce que ce que tu disais n'était pas très Oui, intéressant, ça c'est c'est vrai. pour ça. Ouais, j'avoue que. Non, Euh, vas-y, je suis plus et en. donc ouais, il y avait sa vision de. Je pense que les succès qu'il a eu en tout début de l'édition ont fait qu'après il est parti sur des projets qui ont très certainement moins bien marché, moins bien performé. Et c'est vrai que quand tu regardes les derniers jeux, tu vois, on parlait de Defcon 1 tout à l'heure, et d'un Hmm. autre jeu qui va arriver, bah, c'est des jeux, tu vois, qui sortent complètement de la production actuelle. Ça détonne. C'est complètement, tu vois bien que c'est hors marché, en réalité, que ce soit en termes de DA, en termes même de propositions ludiques. C'est vrai que Hmm. ce sont des gros jeux euh, de la niche de la niche. Donc, il le dit dans l'interview, en fait, que bah, pour vivre, en fait, pour faire vivre sa passion, en réalité, ça me fait penser un peu aux youtubeurs, tu vois. Mais en fait, il faut faire une activité annexe. Et c'est comme ça Hmm. qu'il a lancé plusieurs activités annexes euh, qui étaient censées, bon, vu que la liquidation judiciaire qui arrive nous indique que du coup, ça n'a pas marché, les plans qui étaient prévus. Mais notamment, il avait lancé par exemple Team In Vitro, qui était en fait du team building avec des jeux de société. Donc il y avait un Hmm. côté, en fait, chercher qu'est-ce qui pourrait rapporter de l'argent pour continuer à éditer des jeux. Euh, Parce qu'effectivement, je pense que, tu vois, à 5 ans, au-delà de l'image qu'on pouvait avoir de l'entreprise, qui très certainement n'était pas une très bonne image en termes de communication, quand bien même il s'en explique, hein, tu vois, il, lui, il dit bah, je vais pas communiquer quand j'ai rien à dire. Mais en réalité, dans le monde d'aujourd'hui, même quand tu as rien à dire, il faut communiquer. Hmm. C'est le principe de la surcommunication, de la surinformation, qui permet aux gens de patienter, de continuer à se rassurer dans les projets, puisque les projets ont pris du retard, etc. Là où c'est plus étrange pour moi, c'est tout ce qui a été développé à côté. Alors d'abord, il y a le jeu Falling Sky, donc, qui est plus l'extension. Euh, donc, qui avait été financé, tu vois, à 30 000 euros il y a en 2020, le 11 mai 2020. Déjà, tu vois, quand je vois ça, je me dis 30 000 balles, c'est quand même pas beaucoup. Oui, On est puis alors, ils avaient une stratégie qui était un peu particulière parce que eux, il y a des jeux, Defcon 1, c'était Kickstarter. Là, tu es sur Ulule, hein, si je dis pas de ouais. bêtises. Donc, il y a des jeux qui passaient par Ulule et c'était pas toujours euh, justifié de pourquoi une plateforme et pas une autre, quoi. Oui, oui, c'est clairement, il y avait des choses. Je pense que c'était par rapport aux moyens, au public visé. Ouais, parce que Ulule est une plateforme qui va surtout toucher un public francophone. Ouais. Et encore francophone européen, tu sais, je suis pas sûr que, je sais pas jusqu'à quel point Ulule délivre partout dans le monde, quoi. Mais souvent, c'est, tu vois, les gens vont même plus souvent utiliser Game on Tabletop, ouais, c'est ça, l'autre plateforme, que Ulule, parce que plus spécialisé en jeux de société. Notamment, Lucky Duck va faire ça pour ses localisations en français, tout ça, mais Lucky Duck, c'est soit du GameFound pour l'international, soit il localise un jeu en français et là, il se passe au Game on Tabletop. Là, un synchron, c'était un coup l'un, un coup l'autre. En termes de stratégie de communication, tout à l'heure, tu le comparais effectivement à Leonidas.
C'était sa force à Léonidas, hein. Lui, la communication, moi je me souviens, plus d'une fois, j'ai voulu traiter notamment la campagne que tu es en train de montrer, et je l'avais traité dans un JT. C'était compliqué de trouver de l'information sur le jeu et tout ça. C'était pas. C'est dommage parce que le jeu avait pas l'air mauvais. C'est juste que en termes de communication, se faire une idée. Et tu vois, là, le jeu, il a été financé à 208%. Pourtant, t'as pas l'air d'être. Là, une fois de plus, t'as pas l'air d'être sur un pur wargame. On est plutôt sur quelque chose qui ressemble à ces fameux Warto. Donc, un jeu qui potentiellement aurait pu toucher un plus large public, quoi. Oui, et puis on Mais voit, bon. c'est 30 000 €, euh, sachant que faut payer la prod, faut payer tout ça. Et on voit 291 contributeurs. Donc on peut Il y a la estimer part Ulule là-dessus, hein. il y a la part Ulule, il y a tout ça. Mais tu vois, Ouais. 291 contributeurs, c'est-à-dire que euh, tu produis un jeu à 300 exemplaires en réalité. Tu vois, Mm. donc imagine combien tu vas gagner là-dessus. En fait, c'est pas rentable parce que sur un an, tu vois bien que ça va pas payer ton salaire. Alors lui, en plus, il était tout seul par rapport à Mythic Games où c'était plusieurs salariés, etc. Mais Mm. surtout quand tu vois les annonces. Donc Defcon 1 est arrivé en fin d'année dernière, si je dis pas de bêtises. Oui, on Et, l'avait couvert, toi et moi, dans un JT. ouais. Et donc là, alors, c'est les publications, voilà. Et donc là, ça y est, les livraisons sont en bonne marche pour, euh, pour le jeu, pour Falling Sky. Donc, dans l'interview, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'il espérait que le jeu arrive fin d'année 2023. Donc, on sent qu'il y a encore, même dans l'espoir, un peu de retard. Mais surtout, il y a une chose. Alors, moi, ça, là, j'avoue que je suis incompétent, mais je vais vous le montrer. Euh, on a une cagnotte GoFundMe ouverte en nom propre et pas au nom de l'entreprise euh, pour payer les frais de port. Donc, tu as un supplément frais de port, si j'ai bien compris. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui avait déjà eu lieu sur sur un autre jeu en 2023, parce que dans l'interview, il en parle. Il dit que sur un jeu, c'était des figurines qu'il devait livrer aux États-Unis. Il s'était retrouvé avec un supplément qu'on lui demandait de 10 000 $, qui n'était pas prévu, suite aux problèmes de transport, taxes et compagnie. Et qu'il avait fait à l'époque, pareil, un refund, mais comme a fait Mythic Games, comme on fait énormément de gens par Kickstarter, qui ont été de redemander aux gens de mettre la main à la poche. Euh, Mhm. donc on sent que c'est un système où il y a une non-maîtrise des coûts pour des tas de raisons qui fait que... bah, Alors, je sais pas si c'est une non-maîtrise des coûts ou si c'est une non-prévoyance d'une certaine possibilité. C'est-à-dire que beaucoup des éditeurs, hein, qu'on soupçonnait d'avoir une gestion en flux tendu, c'est-à-dire je prends l'argent, je produis tout de suite et il faut pas que ça dépasse, ce sont les fameux éditeurs qui, avec le Covid, se sont plus ou moins cassé la figure et ont fini par fermer. Mais j'ai l'impression que beaucoup n'avaient pas justement je sais plus comment ça s'appelle, il y a un nom particulier, peut-être que Alain pourra nous la mettre dans le chat, mais il y a un nom particulier en termes économiques à cette marge d'argent que tu prévois, Ah, cette le espèce BFR, de... non? Le besoin en fonds de roulement, c'est pas ça? Ouais, quelque chose comme ça, ou au cas où justement tu as un problème de production, tu puisses aller piocher dedans pour pouvoir compenser. Mais j'ai l'impression que beaucoup de ces éditeurs-là, soit en avaient un très très faible, soit n'avaient pas la vision de la possibilité que quelque chose aille mal. Et Mythic, tu vois, c'est ça qui est terrible avec eux, c'est que c'est au moment où les choses vont mal qu'ils arrêtent de communiquer. Et on se retrouve, comme tu disais, avec cette pratique assez hallucinante parce que pour l'instant, Mythic, c'est toujours pas fermé, hein, mais ils ont encore des trucs. Alors, je sais qu'il y a des IP là, qui ont été vendus dernièrement, et tout ça, donc on en sait un peu plus, mais il reste encore des IP qui sont dans le vent. Euh, mais c'est ça, on se retrouve à demander de l'argent avec des trucs. Il y a des sommes qui ont été demandées assez affolantes, notamment sur Six Siege et tout ça. C'est là où moi je dis souvent, je suis désolé, mais là il y a comme une prise en otage un petit peu du. Alors je sais pas ce qu'un Sacron a fait exactement en termes de communication, mais par exemple chez des éditeurs comme Mythic Games, c'est ah bah si vous voulez votre boîte, va falloir payer, sinon bah va falloir attendre que les choses aillent mieux. Tu sais. Ouais, mais du coup potentiellement tu n'auras jamais ta boîte, tu vois. Ça c'est pas normal quoi.
Oui, oui. En fait, on parlait de Mythic, mais il y a aussi Holy Grail, enfin tout plein d'acteurs qui sont passés par KS. Et je pense pour moi que c'est quelque chose de compliqué parce que tu n'as pas de, tu ne peux pas prévoir l'imprévu. Même si tu mets une partie des revenus que tu vas toucher dans risque potentiel, tu vois, genre X% dans ta campagne, tu prévois que ça sera réservé aux frais que tu n'as pas prévu parce que bah, tu peux pas le prévoir de ce qui va se passer dans 6 mois, un an, t'as pas la même... Là où quand tu produis un jeu en partant de la base, de zéro, bah en fait, tu as le jeu avant que les gens l'achètent, tu as déjà comblé tous les problèmes. Tu as déjà toi-même mis l'argent en stock, quoi. Ouais, mais ça se discute. C'est-à-dire que oui, tu pouvais pas prévoir la hausse qu'il y a eu. Tu pouvais pas prévoir le Covid. C'est Non, sûr que tu peux pas prévoir le Covid. Mais d'un autre côté, quand tu as certains, parce que bon, tu parlais d'Holy Grail Game, eux, ce qui les fait tomber, c'est la problématique avec ton ami Bolloré, là. Bolloré, je sais plus comment ça s'appelle, le truc de transport. ouais, Euh, mais voilà, là aussi, tu es sur ce genre d'éditeur qui avait déjà pris du retard dans pas mal de projets et qui continue à lancer des projets. C'est ça que moi j'appelle cette espèce de production en flux tendu. C'est-à-dire que les gars n'ont bien pas sûr. encore livré, ils se sont pas assurés, tu sais, ils n'ont pas pris assez d'espace et ils enchaînent les trucs. Là, en ce moment, il y en a un qui me fait très très peur, c'est que Simone, depuis qu'ils sont passés sur GameFound, je sais plus à combien de... On pourra aller voir si tu veux tout à l'heure sur leur page GameFound, mais je crois que là, il y a encore un nouveau projet. Alors, tu vois, il y avait un projet que je t'ai montré dernièrement en disant, tiens, regarde, il y a un nouveau projet, et ben, il y en a un autre. C'est-à-dire que là, il y a le fameux DC, tu sais, avec les petites figurines, le petit jeu, ils font comme Marvel, maintenant ils exploitent la licence DC. Mais il y a en plus un autre jeu qui arrive. Donc là, je sais pas combien ils vont lancer de sociofinancement, mais c'est assez impressionnant, quoi. Et est-ce qu'ils vont réussir à tout livrer? Ça, c'est une autre histoire, quoi. Oui, oui, Fred d'ailleurs parlait de chez Mythic Games que les IP étaient revendus alors que les backers n'ont pas encore reçu le jeu. C'est vrai que tout ça, c'est des micmacs. Ah, Ouais, alors c'est encore pire parce que il y a les deux derniers IP, donc c'est le Anastir et je sais plus laquelle autre. Mais ça, concrètement, ça a été vendu à Simone, Anastir, ça c'est vrai. mais ça a été vendu à Simone. Et Simone c'était non, c'était pas Solomon Kane, c'est un autre jeu qu'ils ont acheté. Je sais plus, c'est pas grave, ça me reviendra plus tard. Mais ils ont acheté les deux trucs en disant ben, que ils pouvaient pas poursuivre la production de Mythic, là où Mythic l'avait laissé. C'est elle, c'est ça. C'est elle et Anastir. Et qu'ils allaient exploiter, trouver une solution, exploiter les licences, mais sortir un nouveau jeu. Et donc potentiellement, ils allaient faire un geste pour les gens, mais oubliez ça, vous n'aurez pas le jeu que vous aviez à la base. C'est clairement la communication de Simone, quoi. Sauf que, comme je le dis, là, Simone, en ce moment, ils sont au taquet sur les sociofinancements. Donc, moi, je vous avoue que je sais que c'est un gros éditeur et qui semble avoir, mais je sais pas, un peu de méfiance dans ce bas monde. Je pense Oui, que ça bah, peut aller bien. c'était tous des gros éditeurs en réalité. Que ce soit Mythic Games ou Holy Grail, quand tu lèves plusieurs millions parfois, t'es un gros éditeur, t'es pas un petit, quoi. Euh, Ouais, je sais pas quels étaient je veux dire, tu sais, on devait classer le profit de cela, jusqu'à quel point ils étaient aussi gros que Simone. Simone, ça a l'air vraiment oui, oui, d'être. non, je dis pas qu'ils étaient au même niveau, mais je veux dire qu'ils étaient pas non plus. Tu vois, quand tu lèves plusieurs millions, quand t'as des dizaines de Oui, salariés ou plusieurs salariés, t'es déjà, euh, t'es déjà en train de monter en gamme. T'es plus le gars en auto-édition qui tente de lancer son projet, quoi. T'es déjà passé dans une autre démarche, quoi. Et là, pour en venir d'ailleurs à, à Falling Sky, dans la news, la dernière news, tout est expliqué avec le détail des prix, etc. C'est-à-dire que le passage en boutique, donc via le distributeur Pixie, donc il explique les frais, il dit voilà, il y avait 6 euros récoltés pour Defcon 1, plus 1 euro pris en charge par Asynchron, soit 7 euros, et reversé aux boutiques via notre distributeur Pixie. Et puis après, il dit qu'au moment où il reçoit la facture, en fait, il y a 7 euros en plus par boîte. Donc ce qui effectivement crée un déficit net de plus de 8 euros par envoi. Donc ça, c'est ce qui
C'est ce qu'il explique pourquoi il abandonne cette solution pour lui. Et donc, du coup, il explique que pour Falling Sky, euh, bah, soit tu peux le récupérer en gratuit, tu vois, si tu le récupères en, en réel, quoi, notamment cet été, on y reviendra après, soit sur des boutiques éphémères qu'il va y avoir, pour ceux qui ont déjà payé les frais de port, et sinon, ça nous emmène à cette fameuse page de GoFundMe, qui, tu vois, je dis pas qu'il y a un truc, mais je dis, pour moi, c'est bizarre. Alors, dans le truc, c'est marqué que, précision pour ceux qui se posent la question, la collecte de cette cagnotte est directement versée sur le compte d'Asynchron Games afin de financer la livraison de Falling Sky. Donc, il y a quand même, tu dois remettre un truc à la patte, mais c'est pas. Enfin, c'est pas au nom de l'entreprise, c'est sur une cagnotte à part. Enfin bon, bref, c'est tout des trucs. Non, mais c'est là où le financement, c'est quand même un truc assez particulier. C'est parce que tu connais beaucoup de choses où, quand tu vas l'acheter, le vendeur te dit, ah non, mais là, il faut que tu repayes les frais de port, sinon tu peux pas l'avoir. Il y a vraiment qu'avec le sociofinancement que tu vois ça, quoi. À la limite, en termes de logique d'achat et vente, c'est pas normal, tu vois. C'est pas au c'est directement venir chercher dans la poche des gens l'argent pour venir éponger tes problématiques à toi, quoi. C'est là où l'ami Phil, souvent, il dit un truc qui est pas toujours bien pris, mais il n'a pas entièrement tort quand il le dit. Lui, il dit que souvent les éditeurs, il a l'impression, je veux dire plutôt, que les éditeurs qui considèrent un petit peu le sociofinancement comme une banque. Il ne devrait pas considérer ça comme une banque. Et effectivement, je pense que là-dessus, il n'a pas tort. C'est pas une banque, le sociofinancement, c'est des gens. Et, euh, Ouais, alors, mais c'est là où on pourra avoir, toi et moi, toute une discussion là-dessus. Et excuse-moi, je te rends la vas-y, parole tout vas-y. de suite. Je finis mon tunnel. Je finis de creuser mon tunnel et je te rends la parole. Mais tu vois, c'est là où, à un moment donné, on pourra avoir une discussion sur le fait que c'est pas normal que les clients qui font le succès des plateformes, hein, comme Kickstarter et tout ça, soient pas plus protégés par les plateformes. Et que souvent, les plateformes, elles s'en lavent les mains en disant, bah, voyez ça avec l'éditeur, nous, on n'y est pour rien, c'est l'éditeur, tu vois. C'est là où Oui. il y a des trucs qui sont très discutables, quoi. Vas-y, je te Bah, laisse parler. en réalité, non. En réalité. Si tu prends, c'est-à-dire que là, c'est dans le flou, mais si tu prends l'origine du truc, c'est j'ai un projet, voulez-vous me soutenir? Et si on arrive à mener à bien ce projet, il y aura à la fin un jeu. Donc en fait, quand tu demandes aux gens à ramener de l'argent dedans, t'es toujours voulez-vous soutenir mon projet? Tu vois, on n'est pas dans Oui. achète un jeu en précommande. Et là, dans ce cas-là, Sauf qu'au bout d'un moment, c'est plus soutenir mon projet, c'est mon jeu, excuse-moi, moi c'est mon projet, c'est ma maison d'édition. oui, bien sûr, mais tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que si tu achètes demain une machine à laver sur Amazon, bah, quand tu reçois ta machine à laver, Amazon va pas te redemander plus. Il t'a déjà fait payer à la base, quoi. Par Ouais. contre, si demain Amazon te dit, bah écoute, peut-être on fera une machine à laver, on a une idée, c'est une machine à laver qui lave plus blanc que blanc, aidez-nous à ce que ce projet existe, et donc, t'es pas dans le même rapport. Donc, en fait, Ouais, évite, Amazon, ils ont les moyens de faire une série sur l'univers de Fallout. Je pense qu'ils n'ont pas besoin de ouais, nous pour faire une ils, machine à ils payent laver. de moins en moins les créateurs de contenu, donc je pense qu'ils Ouais, n'ont bah pas attends, autant d'argent que ça que prévu. Mais bon, bref. bah, ils ont qu'à arrêter de le dépenser dans les Anneaux de pouvoir, là, cette série nulle qui coûte trop cher. Et Mais puis, en tout cas, tu vois, en fait, à la base même de la relation que tu entretiens avec la personne qui est porteur de projet, et c'est pour ça qu'il y a un flou, je dis, c'est que cette hmm. relation, t'as beaucoup qui s'en offusquent, et je peux le comprendre, je dis pas que c'est bien. Je dis que juste que c'est dans cette relation qui est entre les deux, ben, en réalité, à la base, tu t'es toi-même mis dans cette situation de bah oui, tu vas me demander de l'aide parce qu'en fait, tu m'as demandé de l'aide à l'origine. Tu vois, on n'est pas un client, on n'est pas une boutique, c'est pas le passe-temps qui t'a été commandé ton jeu en précommande et puis dans 6 mois, il dit ah, en fait, il faut rajouter 10 balles sinon tu l'auras pas. Là, on serait Ouais, dans mais, autre chose. ouais, mais techniquement, la façon dont les choses sont faites, c'est que à la base, tu es censé payer que ce qui t'est demandé.
Et en fait, c'est pour ça d'ailleurs que les gens ont pas mal critiqué Mythic Game quand ils sont revenus redemander de l'argent. C'est parce que là, c'est plus dans le contrat initial qu'il y a entre le backer et l'éditeur, quoi. Et c'est là où il y a un problème, c'est que les gens qui ont accepté, ben finalement, tu sais, un peu comme en termes de justice, hein, quand tu fais une jurisprudence, Bien sûr. bah, il faut s'attendre à ce que les gens ils fassent réappel à la jurisprudence pour refaire la même chose. Et puis voilà, moi c'est une des moi, je le redis, hein, moi c'est une des raisons pour lesquelles ça ne me convient plus les sociofinancements. Je trouve ça Oui. en ce Et moment, là, je suis je désolé. parlais de communication, hein. Je n'ai pas Ouais, ouais. parlé du statut légal des plateformes de financement participatif. Je parle de la communication de la Oui, non, personne mais à t'as qui... raison. Et, T'as entièrement raison. Mais voilà, moi c'est une des raisons pour lesquelles je trouve qu'en ce moment c'est malsain Kickstarter. Même GameFund et tout ça, hein, et j'attends de voir un petit peu comment les choses vont évoluer avant d'y retourner. Mais tu vois, c'est pour ça que dans les derniers temps aussi, dans les JT, j'en parlais plus trop des Kickstarter, parce que je voulais pas envoyer des gens sur des pratiques que je trouve très problématiques, quoi. C'est une question d'éthique, je pense. Et tu vois, je suis pas en train de dire aux gens, allez pas dessus. Non, je suis en train de dire aux gens, si vous y allez, faites très attention parce que il y a pas mal de pratiques qui sont pas très honnêtes, qui sont en train de faire. Maintenant, j'ai des amis qui ne font que du Kickstarter, et moi, j'espère juste qu'ils se retrouveront pas dans des problématiques avec des éditeurs comme Mythic Game, quoi. Excuse-moi, vas-y, oui, oui, je me tais, bon. je te laisse la parole. Non, non, mais en réalité, une fois de plus, il n'y a pas forcément malveillance derrière. C'est-à-dire que je pense qu'il y a parfois euh, de la mauvaise gestion des risques, aussi bien que du projet. Ça fait partie aussi du business model, hein. C'est quand même un business model. Et À l'origine, je comprends pourquoi tu dis il y a pas de malveillance à la base, sauf que quand tu persistes, au bout d'un moment, il y a quand même cette question de ouais, mais jusqu'à quel point oui, mais t'es pas dans la malveillance, tu vois. non, Ouais, malveillance, mais pour moi, ça veut dire que il n'y aura pas de diffamation, puisque je le répète, il n'y a pas ouais. de... À moins qu'on m'apporte la preuve que c'était une escroquerie en bande organisée, mais sinon, Non, non, non. je parle pas de malveillance en termes d'escroquerie, je parle de C'est... malveillance en termes d'assumer ton problème. Parce que je suis Ah oui. désolé, Mythic Game, ils ont passé leur temps à dire, et ça c'est facile à retrouver en termes de communication, c'est la faute au Covid, c'est la faute Oui, à l'augmentation. Et même quand les autres éditeurs disaient, bah non, ça a baissé, puis alors c'est pas aussi bas que c'était avant le Covid, mais ça a baissé et tout ça, bon, bah eux, ils continuaient à tabler là-dessus. Donc, il y avait une volonté un petit peu de cacher la vérité. sauf que, est-ce que tu la Qui... connais? Non, on la connaît pas. Voilà. Donc, tu peux pas dire qu'il cache quelque chose si tu ne sais pas ce qui est derrière. Donc, c'est ce que je reviens à dire. Attention aux propos. Il y a des gens qui disent des choses, c'est leur vérité, et tant que tu ne peux pas amener des arguments et des documents pour dire que ce qu'ils Alors, disent est faux, il cache pas la vérité. Bah si, tu pouvais prouver que ça avait bien baissé les prix des conteneurs et que c'était faux le fait de dire que oui, mais ça pas au valait moment où plus ils l'ont 7 fois le payé. prix. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais le moment où ils continuent à dire que ça vaut 7 fois le prix, tout le monde leur démontrait que non, ça valait plus 7 fois le prix. Mais une fois de plus, t'es pas dans leur contrat. C'est ça que je veux dire. C'est regarde quand quand on te parle Ok, des ok, ok, comptes. Tu vois ce que je je veux dire? comprends, je comprends ce que tu veux dire, mais là-dessus, je sais pas. Il y a un manque pour moi, il y a un manque d'honnêteté dans la communication qui est flagrant et En tout cas, je pourrais pas dire autre chose. on peut estimer que c'est ça. Malgré tout, tant qu'on n'a pas les bons de commande, les échanges mails ou je ne sais quoi, on peut pas dire. Au fait, tu vois là le fait que on ait par exemple un jugement du tribunal qui, pour si on reprend sur l'affaire Asynchron versus Serge Lager, ben on a des documents officiels, on a des parties, donc il y a de la communication évidemment, puisque comme dans tout tribunal, mais tu as aussi des documents papier, des choses, etc. Donc on peut se baser sur des choses. Entre la communication qui est donnée pour parler d'un sujet et ensuite les documents qui sont produits. Une fois de plus, je ne dis pas qu'il n'y a pas malveillance, je dis que comme on ne sait pas, on ne peut pas le dire. C'est surtout ça. Par contre, on peut estimer être lésé, on peut estimer être qui feront mal leur travail, et ça c'est Moi, totalement entendable. je m'estime pas lésé et j'avais pas Mais de jeu chez eux, quoi. Mais moi je non sais plus. pas. Je pense que ça se J'ai discute. senti. Mais malgré tout, d'ailleurs, je vous amène à ce que Mais il y avait, il y a il en reste qu'il y a une communication qui est pas saine.
de toute façon. Et Oui, je pense pas qu'il y ait diffamation à dire que la communication, elle est pas saine, quoi. en tout cas, elle ne nous convient pas. Ça, on peut être d'accord là-dessus. Elle ne répond pas aux questions. En tout cas, elle ne répond pas à ce qu'on veut entendre. Surtout que tu as un silence radio, si on prend l'affaire Mythique, hein, tu as un silence radio de plus d'un mois quand même, quasiment. Oui, oui. Et d'un seul coup, ce qui rompt le silence radio, c'est «Ah, on apprend qu'il y a du licenciement». Voilà, Oui, oui, voilà. bah oui. Mais après, je peux l'entendre aussi dans le sens, si t'es dans la sauce, t'as d'autres problèmes à gérer que de penser à les communiquer à l'externe, en externe, quoi. Je peux entendre aussi il y a pas toujours, c'est pour ça que j'aime pas quand on présuppose des choses à la place des gens, c'est que parfois t'as des Ah, je problématiques à présuppose gérer. rien. Euh, Je présuppose pas qu'ils ont dit que tout était de la faute du Covid. C'est eux qui l'ont dit. Ce que je présuppose, c'est qu'à un moment donné, c'était l'arbre pour cacher la forêt, quoi. Non, non, je parlais, tu sais, de dire ils n'ont pas communiqué pendant un certain temps, mais parfois, je veux dire, il y a c'est pas une logique de communication de ne pas communiquer, si tu vois ce que je veux dire, mais c'est de dire que parfois, c'est aussi une conséquence de problèmes Ouais. que tu as à gérer. Donc, en fait, on peut Sauf, pas... sauf que quand tu communiques toutes les semaines et que du jour au lendemain, tu stoppes ta communication et plus rien du tout. C'est-à-dire que Oui, c'était quand même, tu avais un mail par semaine. Même moi parce que j'avais backé 2 jeux chez eux que j'ai reçus, hein, bah, je continuais à recevoir des mails par rapport à leur truc. Donc j'avais un truc par mois. Il était en ligne quasiment tous les ben mercredis. oui. Et Donc, donc, c'est logique. bah, Si ça, ouais, en fait, si ton travail, c'est d'être en ligne tous les mercredis à 18h et que tout va bien, bah, c'est normal que tous les mercredis, tu sois à 18h. C'est ça que je veux dire. Et le fait de ne plus communiquer parce que tu as d'autres problématiques à gérer ne veut pas dire que c'est un choix de ne pas communiquer, que ça fait partie, tu vois ce que je veux dire. Tant qu'on n'est non, pas... mais c'est bien la preuve qu'il y a une problématique et que t'en parles pas. Je veux dire, c'est bien la preuve. Enfin, Ça sous-entend qu'il y a une problématique, ça laisse à exactement. penser qu'il y a une problématique et que Tout t'en à parles fait. pas. Là, on est d'accord. Donc, à, C'est donc à plus, partir de ce moment-là, c'est plus pour moi une conséquence qu'une voilà. volonté de. Euh, Et là, il y a plein de gens qui ont essayé de communiquer parce que généralement, sur les pages Kickstarter, tu as l'onglet communauté et tout ça qui te ouais. permet de poser des questions. Il y a plein de gens qui ont essayé de poser des questions de pourquoi est-ce qu'on voyait plus Léo de ça. C'était nos réponses. Il n'y avait aucune réponse pendant. Ça, vous pouvez aller le retrouver, c'est facile, hein. Vous C'est allez sur ça. les campagnes de Mythic Game, tout est là. C'est ça. Mais donc c'est ce qui sera intéressant, c'est pour ça, c'est après coup quoi. Et donc là, je vous montre, c'est l'association française des acteurs du crowdfunding qui ont sorti leur rapport là il y a quelques jours. Alors je vous laisserai aller le voir. Donc c'est le baromètre crowdfunding 2023. Donc ce qui était intéressant parce que c'est surtout de l'immobilier. Donc et on sait qu'il y a la crise des logements, de l'immobilier, etc. Donc c'est surtout ça qui impacte. Je crois que c'est 80%, si je dis pas de bêtises, des sommes collectées pour les crowdfunding. Donc il y a une Je vingtaine ou savais même pas qu'ils faisaient des crowdfunding liés à l'immobilier. Tu vois, tu m'apprends à, un truc. à tous les secteurs en fait, et c'est celui qui est qui génère le plus de volume en termes d'argent et de transactions. Euh, En fait, il y a plusieurs types de crowdfunding aussi. C'est ça que j'ai appris un peu en me renseignant, puisque il y a des directives européennes, des lois européennes sont entrées en jeu depuis plusieurs années, notamment qui encadrent la pratique du crowdfunding en fonction de si tu es juste intermédiaire entre quelqu'un qui a un projet et quelqu'un qui veut le financer. Si tu es une plateforme qui fait office de banque, c'est-à-dire qu'elle récolte l'argent et ensuite elle te le reverse, ce qui est déjà pas la même chose, et si tu fais office de prêt, etc. Donc tu génères des prêts pour les porteurs de projets, ce qui est une autre catégorie du crowdfunding. Donc en fait, tu as toutes ces catégories qui déjà placent les plateformes pas au même niveau. Là, je vous montre les chiffres parce que ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que parmi toutes les plateformes qui ont répondu aux questions comment il s'appelle, de l'association française des acteurs du crowdfunding. Il y a notamment Ulule, il y a notamment tout ça. Alors, il n'y a pas KS, hein, mais donc ça fait aussi partie du secteur. Ça nous montre les sommes générées par le secteur, et on voit que le secteur culturel, quand même, c'est pas mal, puisque nous, je pense on est plutôt dans ce secteur-là, notamment, je pense qu'on est dans
art plastique ou édition, journaliste, publication. Je sais pas exactement dans quoi ils rangent les choses euh, Mais là-dedans. je crois que ça, ce genre de document, tu peux aussi le trouver directement sur Kickstarter. Ils publient leurs chiffres chaque année. Et ça faisait pendant quelques années, d'ailleurs, le jeu de société était ce qui vendait le plus sur Kickstarter. C'était Ouais, ça intéressant a à voir. été dans les plus grosses. Euh, C'est plus aussi vrai dans les dernières années, hein. D'ailleurs, c'est pour ça que je pense que pour eux, GameFound, c'est pas du tout une concurrence, quoi. Déjà parce qu'ils font quand même plus de volume que GameFound. Et parce que de toute façon, il y a d'autres secteurs qui ont repris depuis un peu le dessus, quoi. bah, les plateformes sont multipliées, puis je pense que c'est surtout à partir du moment où tu as les gros projets qui partent, c'est plus ça. En fait, qu'est-ce qui fait venir les gens et qu'est-ce qui fait que tu vas backer un petit projet? C'est que tu es venu par l'intermédiaire d'un gros qui a fait ta pub, en gros. C'est plus Hmm. ça. Si les gros s'en vont, ça commence à devenir compliqué à financer les plus petits. En fait, c'est un truc en cascade, je pense, puisque ça marche un peu comme ça, c'est-à-dire tu viens pour un gros, le gros te livre parce qu'en général, il est plutôt sérieux. Donc, tu es rassuré, et à partir de moment-là, ça devient une pratique que tu vas utiliser pour acheter tes jeux. Et qu'est-ce qui se passe depuis quelques temps? Pourquoi les gens arrêtent? Parce qu'il y a eu plusieurs défauts. Là, notamment, ils donnent aussi la répartition par rapport aux défauts de paiement. Bah voilà, je vous laisserai aller voir tous les chiffres. C'était les défauts de paiement? Non, 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 je cherche la page exacte, parce que c'est un PDF, donc Ok, j'ai ok. pas... Mais en gros, ils donnent aussi les défauts, enfin les choses qui n'arrivent pas au bout de la campagne et ceux qui font défaut, donc qui ont été financés, mais qui n'ont pas livré ce pourquoi ils ont été financés. Là, Ça tu as aussi, les... c'était une pratique qui se faisait dans le jeu de société où les gars, ils dépassaient le seuil de financement et à quelques jours, soit une semaine après avoir dépassé le seuil de financement, soit quelques jours avant la fin, les mecs annulaient la campagne, quoi. Ouais, ouais. Parce Ou que c'était pas t'avais des assez... gens, ouais, voilà, t'avais des gens qui étaient persuadés qu'ils auraient leur jeu, puis pouf, bon bah au moins là, les gens n'étaient pas débités, tu vois. Et donc là, voilà, on a le nombre de plateformes avec la segmentation par volume de collecte. Donc on voit qu'on a quand même euh, on Des a belles collectes. une soixantaine de plateformes différentes. Donc c'est vrai que nous, on voit un peu notre prisme qui est du jeu de société. Mais, donc voilà. Et d'ailleurs, il y a aussi un petit passage sur BFM Tech Co. Où eux, ils parlent de Tipeee notamment. Et tu as aussi les chiffres générés par Tipeee qui reste en fait la première plateforme euh, Complotistes, dans malveillants. l'économie. En tout cas, oui, ils sont Non, c'est pas vrai. Non, non, je en, faisais une blague. en tout cas, ils permettent le financement d'un projet. En tout cas, tous ceux qui ont dit qu'ils c'était des complotistes, c'était une plateforme pas bien et tout, ils sont tous retournés sur Tipeee dans Bah, les derniers temps. 20 000 Personne n'a rien dit. créateurs actuellement, et la moyenne, c'est 800 euros par mois de Et personne n'a revenus. rien dit. Je sais que tu essaies de me censurer, mais je parlerai quand même. Non, non, c'est pas intéressant. Mais bon, bref, bref. T'as raison, c'est pas intéressant, mais c'est très drôle. Non, mais c'est comme tout. En fait, Internet, Et si on parlait des gens qui ont un Patreon, franchement, c'est ceux-là, hein, c'est pas c'est les une pires. mémoire très courte. Non, mais on a tous une mémoire courte, et je m'inclus dedans. Hein. Il y a des choses qui, en janvier, tu diras, oh là là, c'est con, c'est scandaleux, et puis 6 mois après, tu auras déjà oublié que c'était scandaleux, parce qu'à un moment, soit ça va te servir, soit tu vas y aller. Alors, Et je pense plutôt que c'est parce que l'autre plateforme là, dont j'ai oublié le nom, celle qui se voulait plus morale que Tipeee à et qui fermer. finalement était moins morale à fermer. Mais ouais, je pense plus que c'est ça qui a fait qu'ils sont tous Ouais, retournés Utip, c'est ça, ouais. Utip. Ouais. Merci, Fred. Je pense que Ouais. c'est plutôt ça, pour ça qu'ils sont retournés la queue entre les jambes chez Tipeee sans rien dire, quoi. Il y en a certains qui ont fait comme toi, qui ont fait un Patreon, mais la plupart sont juste retournés. Comme quoi, des fois aussi, les gens réagissent vite sans forcément toujours réfléchir à leur Ouais. réaction, quoi. Oh, moi c'est parce que Tipeee, c'est... En fait, Tipeee, pour se désinscrire, parce que j'avais un Tipeee à l'époque, et je me suis Ah, il désinscrit paraît que c'est galère. avant la polémique. Et oui, non, c'était un enfer. Et donc, du coup, j'ai dit, bah non, c'est pas la peine. Patreon, c'est une des... En fait, on est sur les mêmes plateformes que le crowdfunding. Actuellement, pour financer les créateurs de contenu, bah, la plupart des personnes qui veulent, qui n'ont pas beaucoup de... qui font pas beaucoup de vues
et qui ne sont pas rémunérés par la pub ou qui veulent s'en extraire, ce qui est mon cas par exemple. Il n'y a pas de, je le répète, mais la chaîne YouTube n'est pas financée par la pub. Je crois qu'elle est activée par défaut sur Twitch, mais moi j'en rajoute pas. Donc le seul moyen en fait de financer du contenu, ça reste, et on en revient au crowdfunding, à Kickstarter et les jeux de société, c'est quand tu as un projet et que tu as envie de financer ton contenu, tu n'as pas le choix que de passer par ce côté s'il vous plaît, aidez-moi, quoi. Ça reste malgré tout, et tu peux pas, moi, tu vois, par exemple, j'ai pas axé ma communication ou mes promesses sur si vous vous abonnez, il y aura une vidéo toutes les semaines. Moi, c'est juste, tu me soutiens, et il y a des vidéos quand il y a des vidéos, quoi. Donc c'est le deal aussi, mais sans ça, et donc là, T'es sympa. Ouais, ça peut être sympa, ça peut être j'aime ton contenu parce qu'il m'apporte quelque chose. Non, mais c'est la personne qui te soutient qui est sympa. Ah oui, mais oui, merci, très sympa même. Ah bah tiens, Phil Cass, on parlait de toi justement. Salut Alors, bonsoir, Phil. Mais c'est trop tard, il faudra que tu regardes la rediffusion. Dans Je 3 te semaines. citais 15 minutes plus tôt. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est de voir que. Mais du coup, c'est le moment de faire de la pub pour ta page OnlyFans aussi. Ah. Et donc c'est le moment où on. Oh non, c'est pas le moment. Tu me fais répéter des conneries. Voilà, bravo. Oh là là. Licencié. Voilà, vous voyez la censure du début, pourquoi est-ce qu'on me coupe le micro? C'est parce que je dis des vérités qui plaisent pas. Ah bah ça. Vous irez voir sur son Tipeee, il y a toutes les vérités. Ah, j'en ai pas de Tipeee en plus. Mais donc ouais, c'est le fait que malgré tout, tu vois, quand bien même tous ces projets portent atteinte à la confiance qu'on peut avoir envers ce mode de financement, et même s'il a été dévoyé par des grandes entreprises finalement, qui en ont fait un modèle économique, alors qu'à l'origine, ça n'était pas un modèle économique, c'était pas un business model, à l'origine, c'est tu finances un projet. Et tout à coup, c'est devenu une manière... Et je pense que c'est là où c'est parti en cacahuète, c'est quand des entreprises en ont fait un circuit comme les circuits boutiques traditionnels, et ils en ont fait un autre circuit, et avec les dérives qu'on connaît et qu'on a vues, quoi. Malgré tout, ça reste un des rares moyens, et d'ailleurs il explique bien dans l'article, voire le seul moyen pour générer des revenus pour les personnes qui produisent du contenu, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen en réalité, si ce n'est faire des milliers de vues, mais à ce moment-là, tu n'as plus vraiment besoin de tout ça, quoi. Quand tu peux monter, quand tu peux subvenir à tes propres besoins par ta propre audience. Donc voilà. Je te laisse 5 minutes, je vais me chercher un verre d'eau. Ouais, vas-y. Donc ils reviennent aussi sur les polémiques de Tipeee, évidemment. Mais c'est assez intéressant de voir que on est sur ce même mode de financement pour des problématiques différentes et pour des sujets différents. Mais bon, à titre perso, je pense que en réalité, ça fait appel à la même manière de communiquer sur ces sujets, quoi. Si on en revient à notre cagnotte, donc on était tout à l'heure sur les frais de port qu'il fallait rajouter. Autre chose aussi qui m'a paru bizarre, ou en tout cas qui pose question, c'est, tout à l'heure Fred en a parlé, c'est la billetterie qui est ouverte pour la convention. Donc c'est une convention organisée par Asynchron sur les jeux, notamment, pas que de la gamme Asynchron, mais aussi les jeux de stratégie militaire, on va appeler ça comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que, alors je ne sais pas exactement comment ça fonctionne et on paye comment, mais en tout cas, la billetterie, tout a été lancé alors que j'imagine que la liquidation était déjà annoncée ou que... Donc je ne sais pas comment ça s'organise, où va l'argent, qui paye quoi. Peut-être c'est juste la boutique, parce qu'il y a une boutique aussi, j'essaie de retrouver, qui s'appelle les boîtes de Pandore, donc qui est la boutique qui vend notamment des jeux de société, mais qui vend surtout des packs asynchrones. Donc là, j'ai bien peur que on se retrouve avec, en cas de liquidation, que les jeux soient en promo très très fort pendant
un certain temps. Euh, donc Pandore, c'est Pandora, hein, le nom de l'entreprise, qui n'est pas Asynchron. Hein. C'est une deuxième société qu'il a créée. Donc Pandora, elle date il y a 2 ans, je crois, elle a été créée. Qui, je pense, toujours dans cette optique de faire en sorte que Asynchron puisse exister, puisque c'était pas rentable. Et donc, de mettre pas tous les œufs aussi dans le même panier. Donc, on avait vu hein, tout à l'heure l'entreprise de team building. Là, on a la boutique en ligne où il y a les jeux. Donc là, je pense que ouais, s'il y a encore du stock ou quoi, je ne sais pas exactement comment ça peut fonctionner en cas de liquidation judiciaire, si euh, à quel point c'est lié. Tu vois, est-ce que Pandore va acheter les stocks et les revendre à moins cher et donc ça participera à ce que le mandataire puisse payer les factures. Mais c'est pas, t'as pas dit que ça lui appartenait pendant? Pendant, ouais, ça lui appartient. Mais c'est une autre entreprise. En fait, il faut voir comment les deux sont liés. Je pense que c'est ça qui va nous définir le tout. Mais je ne sais pas s'il a le droit de vendre son stock à une de ces entreprises. Je ne sais pas si légalement tu as le droit de faire ça. Parce Ah, que tu veux dire parce que le généralement, mandataire, il va vendre lui-même les stocks pour faire de ouais, l'argent mais et payer les factures. il se le vend à lui-même, tu vois. Ouais, ouais. Ça, je t'avoue Je- que là, je sais pas trop. Mais donc, ouais, qui était, donc, je parlais ouais, de la convention asynchrone à Saint-Cove qui a lieu chaque été, donc c'est la 3e année si je dis pas de bêtises, et où pareil, la billetterie a été annoncée, l'annonce de la mise en vente de la billetterie a été annoncée début mars sur les réseaux sociaux. Ce qui est assez bizarre, c'est on parlait de communication, c'est que la communication sur les réseaux sociaux continue comme si de rien n'était, Euh, donc je sais pas à quel point. Et quand on va regarder, donc on peut acheter, alors je crois qu'il y a 60 places ou un truc comme ça, mais est-ce que ça va avoir lieu, pas lieu? Je pense qu'il y a va falloir bien se renseigner aussi quelles vont être les conséquences de, euh, de la Mais liquidation ou pas. est-ce qu'il est en liquidation et fermeture des portes ou ça prend parce qu'une liquidation ça prend temps, ça met combien de temps à se mettre en place? Oh, c'est long, hein, ça se met. Donc c'est peut-être pour ça, C'est- lui, il espère qu'il va rentrer peut-être le plus d'argent possible pour combler le plus de dettes possible, peut-être. Je sais pas, c'est une présupposition que je fais, mais quelque part, je pense que tu veux rentrer le plus de fonds pour partir avec le moins de dettes possible, quoi. Ouais, ouais. Non, en tout cas, ouais, c'est à suivre toute cette histoire qui est toujours triste hein, quand ça finit comme ça. Et Euh, t'as dit que t'avais une histoire pour l'adresse à Tours. Ah, l'adresse à Tours? Non, non, il est. De ce que j'ai compris, c'est que c'est en fait c'est le même mandataire qui suit depuis des années. Et donc je pense que je sais pas exactement si c'est pas un cabinet d'avocats ou quoi aussi. En tout cas, c'est le même mandataire qui a suivi pour toutes les autres affaires et notamment le passage des paiements au tribunal. Donc je pense qu'il y a juste le côté, bah tu suis avec les mêmes personnes même si t'es plus au même endroit quoi. Pour moi, l'explication elle est juste ça. Hein, je vois pas. Ok. Tu vois un peu comme quand tu utilises comment on appelle ça quand tu achètes une maison, tu sais, ou quand tu fais quand tu dois gérer des décès, des trucs comme ça, Tu tu m'as as fait les. peur, j'ai cru que tu allais dire un peu comme quand tu utilises un VPN et que tu allais te lancer dans une publicité pour NordVPN. Non, non, mais tu sais, les notaires, les offices notariales ou quoi, bah des fois, quand tu as eu affaire à un notaire pour quelqu'un de ta famille, bah en fait, après, tu vas toujours faire appel au Ouais, même notaire parce que bah ok, tu le c'est connais, il logique. y a un. Voilà. Donc je pense plus que c'est quelque chose comme ça qu'un truc. Oui, oui, mais peut-être qu'elle n'a pas été changée. Quand tu regardes l'historique, en fait, tu as eu des changements, mais qui n'ont pas sur les différents sites où tu as les informations des sociétés. J'ai vérifié que c'était bien comment on appelle ça, le code,
merde, le SIRET, le SIREN et le C'est SIRET. bien le même tiret. Ouais. Ouais, j'ai vérifié que c'était bien le même SIRET, etc. Euh, je pense que c'est juste Après, une question de temps avant que ce soit officialisé, quoi. après, voilà. Après, tu peux enregistrer, tu peux avoir comme adresse centrale une certaine adresse et avoir tes bureaux à une autre adresse. Ça aussi, c'est possible, quoi. Peut-être que pour une raison X ou Y, il a une adresse qui est celle qui est sur le papier et son siège social est une autre adresse. Je sais pas. Euh, bon. Oui, oui, qui se fait au fur et à mesure des déménagements. Hmm. Bon, voilà, c'était ça, c'était l'affaire. Moi, j'habite à côté d'une ville où il y a des gens, ils ont juste une boîte aux lettres. Et leur société est enregistrée là, alors que leur siège social est sur Paris, quoi. Mais Oui, voilà. bien sûr. Bah, tout à l'heure, on a parlé de Mythic Games. Mythic Games, c'est pas une société française, si j'ai pas de bêtises. Euh, Je crois qu'elle est luxembourgeoise. c'est ça, mais ils ont forcément un siège social en France. Enfin, en tout cas, ils ont une structure. Je crois qu'ils ont leur bureau du côté de Paris, si je dis pas de bêtises. C'est ça, donc tu as plein de structures comme ça où. Je pense que c'est plus ça l'explication. Euh, et que peut-être aussi, je sais pas si tu peux Ou alors changer. c'est le notaire qui a changé, qui a oublié de changer d'adresse. Non, mais Aussi, hein. si tu sais, le mandataire, tu t'es pas obligé de le garder, vu que ça fait suite. Tout ça, c'est quand même une succession avec le même plan de redressement et tout. Donc je pense que ça fait suite aussi à tout ça, quoi. Enfin voilà, pour Ouais. moi, l'explication elle est plus là-dessus. De toute façon, je pense que c'est le numéro de tiré qui fait x2. Oui, oui, oui.